Les données personnelles, donc en abrégé RT pour le reste des habitants avenue des Abeilles. On parle de ma mère a été successivement mariée à son père. Mon père était agent de change. Il a été ruiné lors de la crise de 1929 et a souffert après le divorce d'une longue maladie asthmatique avant son décès. C'est une chose importante parce que, par exemple, en 1941, ma mère a épousé Roland Foucard, architecte, sénateur provincial par la suite, qui a conçu des abris pour les civils en vue des bombardements et qui correspondait avec les services de renseignement alliés. Il ne sera révélé qu'après la libération à son enterrement en 1946, suite à un accident d'auto. À ce moment-là, les Anglais sont venus me trouver. Ça me faisait penser à Tintin, deux types qui sont arrivés. Je disais, and you know, he was a good friend of us even during the war. Et j'ai demandé après, vous en oh, he's just, you know, intelligence service or something. Bon, c'est pour vous dire. Alors son père, le père de Raymond Foucard, bourgmestre de Schaerbeek en 14-18, avait été emprisonné par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et enfin, au docteur Jodogne, arrêté par la Gestapo et envoyé à Breendonk, Vught et Sachsenhausen, et torturé. Son frère, ingénieur et officier d'artillerie, avait été tué en 14-18. C'est pour vous dire mon entourage qui avait là-bas. Alors, vécu de 40 à 47, ça vous intéresse que je le dise? Je termine mes humanités à Schaerbeek en 43, avec un an d'avance, parce que je suis né en février. Ah oui, je dois vous dire, par exemple, que j'ai découvert que j'étais un type absolument exceptionnel. Vous savez pourquoi? Le 13 février 26. Exactement. Les Chinois. Quand j'ai été chez les Chinois, j'étais reçu comme un seigneur. Et l'adjoint, j'étais l'adjoint du général, je ne sais plus, un petit général qui avait épousé une dame qui était très flamande. Et sa fille avait épousé un officier allemand qu'ils allaient divorcer. Enfin bref. Et lui, il était toujours traité comme s'il n'était rien par les Japonais, les Chinois. Et les Chinois, notamment, par exemple, après son premier discours, ça n'avait pas l'air d'enchanter les gens. Et j'ai demandé à l'interprète que je connaissais, etc. Ah ben, parce que les Chinois, à l'époque, ils ne portaient pas de grade. On les voyait, ils étaient entre eux à cause de la couleur de leur bas. Suivant la couleur de leur bas, ils avaient des grades, etc. Et alors, ils n'avaient rien compris parce que le général d'infanterie en question, qui était un brave homme d'abord, m'entendait bien avec lui, mais il me donnait toujours les responsabilités. Il dit, relations extérieures, c'est toi. Boum. Alors, je devais tout faire avec les Chinois, et les Chinois, c'est bon. Et alors, donc, j'avais découvert, à un moment donné, que j'avais un appartement 2 fois grand comme celui-ci. Et on m'a même proposé, là-bas, de rester là pour fonder un terrain de golf international, hein, pour vous dire, quoi. Et en plus, ils étaient toujours polis avec moi. Mais je les avais impressionnés aussi par hasard, parce que après le discours de notre ami le JS belge, ils avaient parlé entre eux. Et puis je demande à l'interprète qu'est-ce qu'il cherche. Mais il cherche le nom du dernier empereur chinois. J'ai dit, ben c'est Puyi. Tout est Puyi. Les gars, étonnés. Le lendemain, j'avais un général à côté de moi. On a dit, le problème, c'est qu'il ne parle que le chinois. J'ai appris après qu'il parlait 17 langues. J'étais le chef des renseignements, mais il ne voulait plus me lâcher parce qu'il croyait que je connaissais tous les trucs sur la Chine. Or, c'était un hasard parce que j'avais retenu ça d'une lecture quand j'avais 5 ans, chez mes grands-parents, l'ambassadeur Puyi, qui avait été nommé, j'avais retenu. Bon. Enfin, ceci, peut-être que je vous embête, non, ces histoires-là. Bon. Alors, donc, je termine mes humanités à Schaerbeek.
en 1943 avec un an d'avance. Et je suis envoyé dans l'entité de Belleuil. Vous voyez, un léger détail, c'est que à Schaerbeek, c'était nouveau à Schaerbeek. Il y avait d'un côté les commerciales et de l'autre côté les gréco-latines. Ils avaient changé. Ma mère voulait m'envoyer dans les commerciales. Bon, alors j'étais inscrit quelque part. Je suis arrivé dans la cour le jour où ça commençait. Et il y avait deux séries je vais par là. Vous là, par là. Je dis oui, mais par là, boum. Ce qui veut dire que je suis devenu, pendant 6 ans, j'étais dans les... Ils avaient supprimé le grec, ils avaient gardé le latin et remplacé le grec par des mathématiques. Alors, pendant 6 ans. Ceci explique cela. Donc maintenant, arrivons en septembre 1944, enfin septembre. Alors, un train à vapeur le conduit régulièrement à Saint-Guilain, où il est inscrit à l'Institut de Chimie, situé en face de la gare, et d'une partie de la gare de formation, à Saint-Guilain. Il fournit, moi, des renseignements sur les mouvements des trains et est rappelé à Bruxelles 2 jours avant le bombardement de la gare de formation début 1944, la gare de formation de Saint-Guilain. On m'avait rappelé 2 jours avant, où il y a malheureusement eu des tués de tout genre, mais moi j'allais manger le midi souvent des tartines avec les types qui conduisaient les trains, qui étaient à Saint-Guilain, et ils disaient dans leur patois là, Mandarette, encore une fois, avec ces obus que je dois aller porter les obus. Moi c'était des obus comme ça, et ils étaient 3 fois par semaine. Ces renseignements allaient passer, et c'est comme ça qu'ils ont été bombardés. À ma grande honte après, parce que j'ai dit, Alors, en mars-avril, je suis engagé au Haut Commissariat pour la défense aérienne passive, avec bureau à Bruxelles, non loin du collège Saint-Michel. Les Allemands avaient des arrangements avec les entrepreneurs belges, qui fixaient après chaque bombardement le nombre de jours nécessaires pour effectuer les réparations. Je communiquais cette information aux Alliés via Roland Foucard, qui lui avait son réseau, etc. Pourquoi? Parce que on savait donc, avec les entrepreneurs, ce que les Allemands faisaient pour remettre en ordre, etc. C'était pour le rebombardement. Bon. Alors de novembre 1944 à mai 1945, le 5 ou le 6 septembre, je reçois la visite d'un inspecteur des travaux venant du NO. Enfin, on m'avait dit, tiens, toi tu as un petit job facile à l'institut là. Ben, c'est facile, le truc bon. Alors, l'inspecteur qui vient du NO s'étonne de voir Roger Teilman vivant, car ses 2 prédécesseurs ont été livrés aux Allemands par 2 membres des volontaires du travail, sous-officiers belges. Le nouveau chef du Haut Commissariat est le colonel médecin Silvert, ancien chef de la médecine aéronautique avant 1940. Silvert. Alors moi, évidemment, je voulais devenir pilote. Parce que je voudrais après quelque chose au début de ma vie où il y avait des raisons. Alors je continue mon travail de recherche de rédacteur au Haut Commissariat pour la défense aérienne passive, notamment durant les attaques massives de V1 et V2 sur Liège, Anvers et d'autres villes belges. Fin 1944, un bureau de recrutement est ouvert à la Grande Place de Bruxelles. Après une tentative infructueuse, je parviens à me faire engager le 15 janvier 1945. Je suis cependant refusé comme pilote, car 3 maigres, je pesais 57 kilos pour 1,82 m. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, on ne mangeait pas beaucoup. On n'avait pas presque rien à manger. Donc et alors, je suis aussi refusé. On dit, mais il manque des démineurs, je me présente. Je suis refusé parce que je n'ai pas encore 19 ans. Et il fallait avoir 18 ans en ce cas-là. J'espère que je ne vous casse pas les pieds avec ces affaires. Bon. Alors, parce qu'il y a encore la chose. Bon. Je suis incorporé le 28 février dans une compagnie de construction du génie. Et cette compagnie est assistée d'un officier canadien, 3 sous-officiers anglais. Oui, bon.
je transite par Tournai, Zedelgem, entre parenthèses, Zedelgem, camp de prisonniers allemands, puis Courtrai, où il voit un film anglais sur le déminage en Afrique du Nord. À la sortie, un sous-officier engage des volontaires pour une section de déminage. Je suis le seul à me présenter. Et il faut dire que je parlais un peu l'anglais, et alors on avait ça. Parce que ce qui est intéressant à savoir, j'ai oublié de le dire, à Zedelgem, nous sommes restés 2 jours, et on a découvert, c'était un camp de prisonniers allemands, que les Allemands prisonniers étaient en rapport avec Calais. Parce que Calais n'a jamais été pris. Et Calais a descendu pas mal d'avions aussi, qui croyaient, qui ne savaient pas qu'ils... Eh bien, les Allemands ils étaient prêts, quand c'était nécessaire, à faire une attaque pour arriver à Calais, etc. Enfin bref, c'est peu connu. Bon. Alors, je vois le film anglais, et il y avait 200 types, la personne était volontaire, sauf moi. Bon. Voilà, depuis avril 1947, j'arrive à Ostende, et comme je parle un peu l'anglais, je suis envoyé sur la plage pour rejoindre un groupe de sappers anglais, entre parenthèses, 12 rescapés d'une compagnie de 180 en 1939 en Égypte. Donc ceux-là, ils avaient été en Égypte, et il restait encore une douzaine de types sur ça. Bon. Ce qui veut dire qu'ils étaient très bien, mais ils n'étaient pas enthousiastes pour le... You better take yourself, you bloody country, with your fucking sheep. Ça, c'est bon. Alors, les Anglais le croient formé, lui montrent un magnifique display de mines de tout type, dont une S-mine qui bondit en l'air devant lui car la charge propulsive n'avait pas été enlevée. Chance. Donc j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance au déminage. Parce que si ça avait été, je ne serais pas là. Alors je loge dans une école à Eston, je suis nommé caporal avec une équipe de 4 soldats. Il découvre que les Anglais avaient demandé « a team of well-trained sappers » et que l'adjudant belge avant-guerre avait compris qu'il fallait entraîner les sapeurs en anglais. Il travaille avec les Anglais au nettoyage des plages, avec enlèvement des asperges de Rommel, vous savez ce que c'était les asperges de Rommel, et d'autres mines et pièges. Les démineurs sont aidés par un bulldozer Bucyrus Eris. Roger Taillebans et moi se souvient notamment d'avoir ramené 2 Tellermine modèle 40 non explosés dans un bunker à l'arrière de la plage. Ces deux, j'étais à côté du Bucyrus, et avec ces choses, et il a 2 mines qui sont venues devant moi qui n'ont pas explosé. C'était des mines anti-char. Alors, ils m'ont dit, oh, il était des Brésiliens, j'avais ça. Alors, j'ai été porter les mines à un autre endroit pour les faire exploser. Alors, le 8 mai, le chef de poste assiste au débordement provoqué par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne, beuverie, tir en l'air, etc. Mais c'est faux, parce que pour les Anglais, la guerre n'était pas finie. La guerre s'est terminée qu'en septembre pour eux. Donc, ils participaient à boire un verre, mais ils gardaient le système, heureusement, mais je veux dire, j'ai eu la chance parce que j'ai grossi, parce qu'on avait du mutton tous les midis, quoi, du mutton, je mangeais, et alors je mangeais à ma faim, et même les choses, bon, mutton, etc. Et alors, une chose à savoir, qu'on ne dit pas, ils avaient des cigarettes, des Wild Woodbines qui étaient très bien, et d'autres cigarettes, il y avait des cigarettes qui avaient un léger goût, parce qu'il y avait un peu d'opium dedans. Donc personne ne savait ça, mais c'est comme ça qu'ils tenaient le coup, les types, parfois. Donc, après le 8 mai, RT, c'est moi, contribue son travail de déminage. Il intervient notamment dans des bunkers pour sous-marins à Ostende, où subsistait encore tout un stock de torpilles, vraisemblablement piégées. Il confie cette fois plus prudent de faire appel à des spécialistes de la Royal Navy, qui m'ont remercié parce qu'ils ont dit « Oh yes, indeed », c'était des abris de sous-marins. Et en fait, ils avaient piégé l'ensemble, et en leur disant que, ils ont pris leurs précautions, et ils n'ont pas eu de problème. Alors, en 1945, je participe à des examens pour devenir officier. Je n'avais rien demandé, mais on m'a dit « Vous allez passer les examens ». Il réussit en étant classé 3e.
Il est envoyé à Seille, puis à l'école d'infanterie, où il est mis dans le peloton bilingue avec bande noire. C'était donc bilingue avec les Flamands, on avait des bandes noires. Seulement, il y avait un problème à ça, c'est que tout le monde connaissait les bandes blanches à cause des Anglais, parce que les bandes blanches, c'était les candidats, hein, les choses connaissaient, bon, et les bandes noires, personne ne connaissait. Bon, parce que, vous allez voir, je vais devenir chef, mais avec des bandes noires, avec des vieux sergents un jour d'avant-guerre, bon. Alors, en novembre 1945, on demande des volontaires pour le déminage, je suis candidat, et je suis retenu. Je suis envoyé au 1er bataillon de déminage à la caserne Rollin à Bruxelles, où je suis à un cours de 15 jours sur le déminage. Le but étant de remplacer les officiers démobilisés au 1er janvier. Les examens ont lieu et le 30 décembre, RT, c'est moi, est premier en pratique et deuxième en théorie. Oui, en pratique, j'étais assez fort, je vois. En erreur. Je suis envoyé avec 3 autres à Kapellenbos, à la 4e compagnie du 1er bataillon de déminage. Le premier est affecté à l'état-major de site et moi au 1er peloton. Je suis chef du peloton. Les 2 autres amis, 2e et 3e peloton. J'aurais dû aller déminer la redoute de Stabroek, parce qu'il y avait eu plusieurs essais et il y avait eu plusieurs morts là. Et je devais aller, moi, déminer la redoute de Stabroek. Mais un grave accident survient au 2e peloton, faisant 5 tués sur la ligne de chemin de fer de Kalmthout, où j'étais allé la veille. Et parce que vous allez voir, un type sympathique. Je suis chargé de faire l'éloge funèbre et j'assiste à l'enterrement du soldat Joyeux à Moségoyer un samedi à la date prévue pour son mariage. On l'a enterré ce jour-là. J'aurais dû aller déminer la redoute de Stoutrou, je l'ai dit, avec Moségoyer. Alors, vers le 20 janvier 1946, je suis assimilé au grade d'adjudant et je suis envoyé à Mons pour remplacer un officier démobilisé. Je commandais 124 types à 18 ans. Et j'étais avec des bandes noires. C'était pas facile. Bon. Het spijt me zeer, maar bon. Alors, oui, bon, je suis envoyé à Mons pour remplacer un officier démobilisé. Celui-là avait été légèrement blessé, mais il n'était pas bon. Ma mission consiste à vider un dépôt de munitions à Boussuis-Bois contenant 240 tonnes de bombes. Avant son arrivée, seule 1,5 tonne avait été évacuée. C'était des bombes piégées, avec des choses, pas toutes, hein. Mais il ne fallait pas toutes, parce qu'il suffisait qu'il y en ait 1 ou 2 qui sortaient 240 tonnes sonnaient. Et en fait, on avait déminé 1,5 tonne, et après ça, il n'était plus touché. Bon. Et alors, oui, il y avait ceci. Et comme j'avais une bande noire, j'étais admis ni chez les officiers, ni les sous-officiers. Alors, j'ai loué un appartement rue Notre-Dame des Bonnaires. Je me souviens que c'était près de la gare de Mons. Et là, à la gare de Mons, il y avait une compagnie de transport, était à l'écolage, non loin de là. Alors, quand j'ai su que j'étais nommé adjudant, j'ai été leur payer à boire. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on tourne autour de la gare. Ça vous intéresse pas d'aller à la côte belge? Ah oui, ah ben voilà, vous me donnez 4 camions le mercredi et 4 le vendredi. Oui, ça irait mieux le mardi et le vendredi. Bien, très bien. J'avais 8 camions. On allait les charger un peu parce que le dépôt de munitions était à peu près à 15 km de Mons, au sud, et alors près d'une gare que les Allemands avaient conçue avec un chemin de fer que personne ne connaissait, c'était caché. On allait charger là-bas, puis on n'avait pas d'endroit pour mettre les camions, on revenait devant la gare. Mais moi, je ne peux pas toujours avec parce que j'avais d'autres affaires à faire. Et alors, on mettait les camions devant la gare. Alors les gens sortaient, ils rigolaient parce qu'ils ne croyaient pas que c'était des vrais bombes, évidemment. C'était bon. Alors, la compagnie de transport, je reçois 2 détachements de 4 camions Ford Canada
qui lui permettent d'évacuer les bombes vers Yabé. Durant la période où il est responsable, 3/4 des bombes du dépôt seront évacuées dans des conditions non réglementaires. Cependant, ce qui lui vaudra d'être menacé d'être traduit devant le Conseil de guerre. Oui, parce que normalement, partout où les camions passaient avec des bombes, il fallait prévenir les communes avec l'heure, la date, l'endroit, avec les communes. Il fallait les prévenir qu'on passait. Mais vous vous imaginez aller de Mons à Yabé, ce que ça représenterait comme paperasse où il y a un qui dit non, c'est bon. Alors là, j'ai failli passer. Au lieu de passer au Conseil de guerre, on m'a envoyé à Bruxelles parce que j'étais envoyé autre part. Ah oui, entre autres opérations, il était intéressant de savoir que Teymans a participé au désamorçage de 2 bombes aériennes tombées sur la gare de formation de Saint-Guilain en 1944. Donc les bombes qui, suite à mes renseignements en partie, avaient été remontées dans la gare de formation, là-bas. Alors, celle-ci avait voyagé sous le sol pour remonter après 2 ans. Alors, ici, il y a quelque chose qu'il n'y a pas là-dedans et que qui pourrait vous intéresser. C'est que, en fait, ces obus, ce n'étaient pas des bombes, mais ils avaient des engins pour les faire sauter. Mais alors, il y avait un polytechnicien qui était à l'état-major du déminage, mais il ne déminait pas, lui. Il m'avait dit en passant, tu n'es pas fou, toi, moi je vais vivre dans le civil, je gagne 2 fois plus, est-ce que tu ne vas me pas casser la gueule pour rien? Enfin bon, bref. Alors, je dis, tiens, je vais faire appel à lui. Et je parviens à lui donner un coup de téléphone en passant par tout ce que je vais. Je dis, ah, mais il est bon. La voix américaine, mais c'est facile, mon vieux. Tu as des NSK 156, tiré barre, machin, tu sais pas. Et ce sont les Américains, mettent ça, ils visent ça. Ils mettent ça dans la bombe, et alors, si on débine, ils sautent, etc. Mais je vais t'envoyer le papier, etc. Alors, je dis merci beaucoup. Et il m'envoie un motocycliste. Et moi, je passe ma soirée à lister un truc de 10 pages que et puis j'arrive à la dernière page et il a mis en anglais nota bene, quand celui qui devait faire exploser la bombe là, quand est vissé, on ne sait pas lire ce qu'il y a marqué. Je veux dire que. Alors, le caporal et moi, on l'a quand même dévissé, on n'est pas sauté, on est allé boire une pinte ensemble, on était contents. Non, voilà. Alors, ici, parce que j'ai eu parfois des aventures assez amusantes au déminage, tu vois. Alors, ah oui, en partant pour une mission de déminage, là, malheureusement, j'ai eu un grave accident. Je reprends. Alors, au début mai 1946, je suis envoyé au bataillon de déminage à Nieuport-Bain. Il ne dit pas, je remplace un type qui avait perdu ses 2 mains, et puis j'ai remplacé un autre qui a perdu un œil, et finalement, de nouveau, à 19 ans, je commandais 120 hommes. Je dis ça pourquoi, c'était pas toujours facile, hein. Mais je dois dire que quand ils voyaient que je déminais, ils me respectaient. Enfin, bon. Alors, le 15 février, j'apprends que j'ai été nommé sous-lieutenant auxiliaire à la date du 1er février. Début mars 1945, je suis envoyé au bataillon de déminage de Nieuport-Bain. Mais là, c'était en flamand, parce qu'il n'y avait pas de flamand disponible. Je transite par Bruxelles avec un entretien du général Severin. J'arrive à l'état-major du bataillon de déminage à Bruges, où je passe avec succès à l'examen de néerlandais. On me dit, il y a u klemtoon is nogal mogelijk we zullen zien. Il est ensuite envoyé pour remplacer le sous-lieutenant Compère qui avait perdu les 2 mains en désamorçant un engin. En partant pour une mission de déminage, il est victime d'un accident de moto, mais s'en sort relativement bien, avec entre autres une commotion cérébrale. Ça, c'est moi.
qu'est-ce qui s'est passé? J'étais toujours de service, comme je n'étais pas marié, bon, et souvent le week-end, il y avait des commandes urgentes, parce que c'était des gens sur la plage ou quoi, avaient découvert quelque chose, etc. Alors on me téléphone, je dis, je dois aller. Je dis, bon, mais il y avait un aumônier, c'était un emmerdeur de première, parce qu'à un moment donné, j'étais parvenu à obtenir des trucs américains pour manger. Seulement, il y avait parfois des capotes anglaises dans les serveurs. Et alors le curé, lui, il a enlevé tout parce qu'il y avait des capotes anglaises. Enfin bon, c'était un con, pardon, entre nous. Et alors, le type était parti avec le seul camion, le demi-camion qu'on avait. J'avais rien qu'une moto, mais je n'étais pas qualifié moto. J'ai pris la moto, alors je suis parti. Mais de l'autre côté, il y avait un type en jeep. Il était arrêté. Et alors, je ralentis, mais il me fait signe d'aller. J'aurais dû voir que ses roues étaient de travers. Quand je suis arrivé, au moment où j'arrive, il embraye, il se met devant moi et je rentre à du 80 à l'heure. Boum, bam. Heureusement, je tombe dans le sable. Je suis resté à l'hôpital 2 jours dans le coma. Et puis, j'en ai encore les traces aussi. Parce que je suis sourd de l'oreille gauche depuis lors. Enfin, il y a un sifflement, j'ai un sifflement continuel dans l'oreille depuis lors. Et depuis que je suis pensionné, c'est bien parce que ça varie. Alors, vous assez cassé les pieds, vous avez. Le 12 juin 1946, je participe à la cérémonie de dissolution du bataillon de déminage à Bruges. Grave erreur, hein. Fin début juillet 1946, je suis envoyé à Diabeek au SDE de Liège, dirigé par le commandant Van der Reyt, dont l'adjoint est le commandant Doé, tout juste nommé à ce grade, âgé à 35 ans. Lui, il avait été Doé, 5 ans de prison, il a été prisonnier pendant 5 ans. Mais il aimait bien les jolies filles. Enfin, c'est autre chose, mais parce que s'il allait visiter quelque chose, il fallait lui trouver une jolie fille avant. J'ai vécu notamment, ça c'est assez amusant, une mission à Loos-Corsoirem, sur la ligne de chemin de fer Bruxelles-Liège, où se trouve un dépôt de munitions United States, établi à la hâte pendant la bataille des Ardennes. Le sous-officier américain noir, Warrant Officer, qui avait piégé le dépôt en 1944, était enterré à l'entrée du dépôt, car il avait sauté sur ses propres pièges lors du désamorçage. Alors, moi je me suis arrangé pour voir ce qui se passait. Et alors je dis, ben, c'était un type d'infanterie, qu'est-ce que je ferais si c'était une infanterie? Je dis, ben, il y a des grenades là, elles sont dans des trucs en carton. Admettons que j'ouvre un truc à carton et je sors, la grenade va exploser 30 secondes après. Enfin, moi, ça c'est 7. Et effectivement, c'était ça. Alors j'ai confié ça aux autres qui étaient là, et ils en sont bien sortis, sauf qu'il y en a un qui a été blessé, que j'ai rencontré à Liège, à l'hôpital par hasard après, parce qu'il était légèrement blessé aussi. Alors, c'était un sous-officier. Une autre mission est effectuée à la demande de la Grave Registration Company US pour examiner un avion US écrasé en Ardennes, mais l'équipage n'était plus à bord. Évidemment, il était mort. Hein. Alors, il était ensuite envoyé dans le village fantôme de Lammersdorf. Ça, c'était une affaire. Pour des missions de déminage au profit des forestiers. Une partie de ces hommes sont des anciens partisans armés. Ils étaient difficiles à commander. Hein. Mais il y avait une finesse que j'avais lancée là, qu'eux n'avaient pas lancée. Et ils me regardaient de travers au début, parce que j'ai invité des forestiers allemands à boire un verre. Et ils me regardaient de travers. Et les autres disaient, mais alors, je dis, alors, n'est-ce pas, nous allons ensemble visiter tel endroit, etc. Je voyais, ils se regardaient. Et puis, ouais, peut-être, ben, il vaut mieux commencer par ce que... Ah oui, c'est bon. Ben, bref, vous allez voir la fin. Et, voilà. Il est dans le village fantôme de Lammersdorf pour des missions de déminage au profit des forestiers. Une partie de ces hommes sont des anciens partisans armés. Bon, je n'explique pas que le coup d'affaire. Au début de 1947, je suis envoyé au peloton CD de Malmedy.
Il s'agit de neutraliser de grands champs de mines entre Malmedy et Eupen. Il y avait un champ de mines avec des mines américaines aussi piégées. Non, c'était bête. Bon. Alors, ouais. Une autre mission est effectuée à la demande de la guerre, comme j'ai dit, il est envoyé dans une partie. Je suis à Malmedy. Ouais. À Elsenborn, j'ai la chance de retrouver un relevé de champs de mines établi par un gefreiter allemand où sont détaillés les multiples dispositifs de piégeage. Des S-mines avec câble cut or full action, ZU ZZ35. Oui, il y avait eu un tué là, avec les mines S. Et j'ai trouvé, moi, le papier écrit à la veille de Noël. Il y avait un Allemand qui avait écrit sur du papier, des choses, comment on appelle ça, de l'encre noire. Là. Hein, il avait écrit sur l'encre noire un truc sur ce genre de mine. Et en fait, ces mines étaient les suivantes. Normalement, les mines S, ça sortait quand vous marchiez dessus, ça sortait en l'air, et puis il y avait 30 000 petits machins, etc. Ou bien, tu étais retenu par une corde, et quand vous tiriez sur la corde, ça sautait. La finesse qu'il y avait avec cette mine-là, c'est qu'en plus, si vous coupiez la corde, ça sautait aussi. Mais ils en avaient très peu, parce que le minage était dangereux aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'était très, très délicat, le minage et des minages. Bon, un samedi du mois d'août 1947, je suis appelé sur le circuit de Francorchamps pendant une course pour enlever avec un caporal 5 mines anti-terre en US au milieu de spectateurs qui refusent de se bouger. Ils ne voulaient pas bouger et les types passaient à 1 mètre et certains, les 50 cm de virage. Ils étaient au bord là et ils ne voulaient pas bouger. Et il y avait les mines qui étaient dans l'herbe. Seulement, les types expérimentés sur les mines voyaient ça, mais les types, ils ne voyaient pas que c'était des mines. Et alors, ils ne voulaient pas bouger. Alors, ou bien, j'aurais dû arrêter. C'était la première fois qu'on faisait le circuit. À ce moment-là, c'était en 1947, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça. Sur le circuit, ça va. Il y avait 5 mines. Alors, les mines, qu'est-ce qu'on fait? J'étais avec un sous-officier. Je dis, allez, c'était une voiture, une de ces voitures, les voitures spéciales, là, comment on appelait ça? Une voiture ouverte, là, des Jeep, Américains. Les Jeeps. Voilà. Vous voyez que je deviens trop vieux, hein, merci beaucoup. Alors, des Jeeps, on avait une Jeep où il y avait toujours du sable derrière pour mettre les obus ou les choses. Hein. J'ai dit, ben, sous-officier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut faire que les charger. On les a chargés en regardant bien que sur le sable, mais après, on est parti, on avait une Jeep qui était une vieille machine qu'on avait trouvée dans les bois et rafistolée, ça faisait que du 40 mètres, quoi. Hein. Alors on a fait du 40, et on était dépassé par des types qui roulaient. Alors quand on est arrivé, ben voilà, les mines sont chargées, évacuées dans le véhicule des démineurs, au milieu des bolides, sans que la course soit interrompue. Alors, en arrivant là-bas, je me suis fait engueuler, parce qu'on avait gêné les types qui tournaient, on les avait gênés, on s'est fait engueuler. Puis, un peu plus tard, en juillet, je suis appelé à Trois-Ponts pour une mission de déminage après que des vaches aient sauté sur des mines. Après le déminage, les mines sont amenées pour être détruites parce qu'elles n'ont pas sauté toutes, hein, et par sautage à Bras-sur-Lienne. Alors ça, j'ai été aussi, c'est spécial, c'est que j'ai été blessé à la jambe à bras. À Bras-sur-Lienne. Lors de cette opération, RT blessé, reçoit une vingtaine d'éclats dans les jambes, heureusement sans gravité. C'est vrai, mais j'ai eu malheureusement deux trucs dans ici, qui sont restés dans 2 semaines parce que, voilà, je suis hospitalisé à Liège
mais examiné par le docteur Jodol lors d'une permission à Bruxelles. Celui-ci juge une opération, oui, c'était un excellent médecin pour les opérations, tout ça. Celui-ci juge qu'une opération n'est pas nécessaire et lui enlève fin août, début septembre, un éclat dans le genou. En fait, il y en avait deux là-dessus. Considération finale et feedback. Le déminage était une tâche particulièrement dangereuse, c'est pas moi qui ai écrit ça, qui demandait beaucoup de bon sens et de flair, comme le montrent les multiples accidents dont RT a été le témoin ou la victime. Par exemple, à Lammersdorf, il fallait repérer les zones que les Allemands évitaient. Ça, je ne vous ai pas expliqué en détail, mais c'est comme ça que j'avais fait. C'est en payant à boire aux Allemands, je savais les zones où il ne fallait pas aller. D'ailleurs, quand je suis parti, il y a un adjudant qui était avec moi qui est parti, ça n'est pas marqué, qui a marché sur une mine, il a perdu un pied. Il était un grand fort, enfin il avait perdu tout l'arrière du pied, quoi, sur une mine antipersonnelle. Où j'étais passé avec lui la veille, à côté. Alors, l'outil principal des démineurs était la sonde. Ça, c'est pas vrai, mais enfin, powder en anglais. Hein. RT n'étant pas marié à l'époque, il était corvéable à merci et désigné pour toutes les missions possibles à n'importe quel moment. Les démineurs n'avaient pas de charroi organique, c'est vrai, et ils devaient se débrouiller pour leur déplacement. Par exemple, avec des véhicules cannibalisés. Quand j'étais à Malmedy, c'était parce qu'il y avait un lieutenant, le lieutenant Leenarts, qui lui, il déminait pas beaucoup, mais il réparait toutes les automobiles qu'il trouvait partout. Et j'avais une petite Jeep qu'il avait réparée parce qu'elle avait sauté sur une... La Jeep avait sauté sur une mine antipersonnelle. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas tout à fait démolie. Et alors je roulais dans ce truc-là. Enfin bon, bref, c'était... Alors, les démineurs n'avaient pas de charroi. Oui, parce qu'on n'était pas considérés comme étant dans la zone de combat. Alors on n'avait rien. Ouais. Mais moi j'étais parvenu... En vrai, on va savoir. Les Américains recevaient des doses à manger, toutes sortes de cigarettes, etc., des rations. Et j'avais découvert ça et je suis allé dans une rue à Bruxelles, une rue où il y avait une jeune fille qui s'occupait de ça, etc. Je dis, ben enfin, on en donne, parce que maintenant on donnait des rations aux Allemands, aux prisonniers allemands et nous pas. Ils bouffaient mieux que nous. Alors je dis, on ne pourrait pas avoir ça. Ben non, pas là, mais écoutez, vous ne trouvez pas que bon, si vous épousez un Belge, je n'aurais rien fait, tandis que les Allemands, ah oui, vous croyez? Bon, allez, et pendant 15 jours, on a reçu des rations. Voilà. Mais quand on a découvert ça, c'était le scandale. Les Belges reçoivent des rations qui doivent aller aux Allemands. Enfin bon, bref, ça n'est pas écrit dans l'affaire. Alors, les démineurs n'avaient pas de charroi regardez, ils devaient se... Bon. RT, c'est moi, a appris que lorsque son nom a été soumis au comité d'avancement pour la nomination au grade de général, hein, ça c'était longtemps après, sa double qualité de démineur et de pilote avait été un atout pour le faire retenir. C'est pas tout à fait vrai. Si j'ai été nommé, c'est parce que j'avais travaillé longtemps avec le JS de l'époque, qui était le général né à Ostende. Krekili m'a fait... et vous savez comment ça s'est passé? Parce que comme ça, bon. Donc 2 fois, je ne suis pas nommé, parce que je n'avais pas passé le 13e examen de flamand que je devais passer. Mais seulement, on s'était mis d'accord à 5, on avait tous passé de nombreux repas, on s'était mis d'accord à 5, un 5e, parce que le 5e était fait pour faire crouler les types, hein, bien entendu. Hein, bon. Et alors, on a tous été honnêtes, sauf 2. Enfin, un que vous connaissez, son nom m'échappe aussi. Son nom finissait par Man, enfin, un type assez intelligent. Il a passé l'examen, et alors un deuxième a passé l'examen. Ils ont été nommés, ceux qui n'ont pas passé l'examen n'ont pas été nommés. Alors 2 fois. Et ça fait que Madame Krekili rencontre ma femme. Parce qu'il faut savoir qu'on avait vécu ensemble à Dinan. On était dans la même escadrille, etc. Et alors,
il y a la madame qui demande à ma femme, et comment va Roger? Ben, je sais pas, il n'avait pas l'air très content parce que tous les autres types qui étaient derrière lui sont nommés et pas lui pas. Ah, ben, je vais en parler à mon mari. Oui, ben, bon. Je reçois un coup de téléphone de Créquilly, ça me dit, c'est pas très beau ce que tu fais là. Qu'est-ce que j'ai fait? D'aller parler à ma femme, mais je ne l'ai pas vue, votre épouse. Comment ça? Mais elle m'a dit que tu n'avais pas été nommé général et que... Ah oui, mais c'est pas vrai, ah oui, je vais voir ce que je peux faire, hein? On va voir. Bon, alors, justement, ce que je vous ai dit, il a vu que j'avais été nommé au niveau de la nation comme démineur. Et ça, c'était... ça sortait d'eux, etc. Et quand j'avais partout des notes, 18 sur 20, 18 sur 20, il m'a dit après, c'est curieux, j'avais jamais vu ces notes dans les autres. Les types, ils ne montraient pas les notes. Hein,